Il y a des voix qui bouleversent, il y a des histoires qu'on n'oublie pas, jamais. Aujourd'hui, j'ouvre ce micro pour une maman, une femme, une guerrière qui a vécu ce qu'aucun parent ne devrait jamais vivre, la perte de son enfant. Sa fille avait 2 ans. On va parler de la lumière, de combat et d'amour inconditionnel. Ce podcast est un espace pour poser des mots là où il n'y en a pas, pour parler de la maladie, de l'injustice, du deuil, de la vie aussi. Merci à elle pour son courage, merci à vous pour votre écoute. C'est un épisode difficile, mais nécessaire, parce que dans le silence, il y a encore trop de solitude, et aujourd'hui, on a choisi de briser ce silence. Alors, merci du fond du cœur d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors bonjour, donc je m'appelle Clémentine, j'ai 34 ans et je suis maman de 3 enfants. Voilà, donc ma petite fille qui n'est plus avec nous, mon fils qui a 4 ans et demi, Maë, et puis le petit dernier, Paolo, qui va avoir 1 an dans un mois. Voilà. D'accord. Comment tu te sens aujourd'hui en venant parler de tout ça, même si on n'a pas encore abordé le sujet? Je me sens un peu stressée. Un peu stressée, mais ça va aller. Je vais en parler en toute transparence et en disant tout ce que j'ai vécu, comment je l'ai ressenti et voilà. En espérant que ça aide du coup d'autres parents à vivre ce que tu as vécu. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta fille, comment elle s'appelait et qui elle était? Donc elle s'appelait Mia, elle avait 2 ans, elle avait 2 ans au moment où elle est partie rejoindre le ciel. C'était une petite fille très souriante, très mignonne, qui aimait beaucoup la vie et voilà, pleine de joie et belle comme un cœur, quoi. Quels souvenirs te viennent quand tu penses à elle? J'en ai beaucoup de souvenirs qui arrivent là. Bah, déjà le jour de sa naissance, hein, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. C'est la première fois que j'étais maman d'une petite fille en plus, donc vraiment tout ce que je voulais. Et puis en plus une petite fille qui me ressemblait beaucoup. Donc voilà, et puis après c'était une petite fille aussi très chipie, toujours toujours très souriante, mais très chipie, qui savait bien jouer de son monde. Toujours avec le sourire, effectivement. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimais particulièrement chez elle? Eh ben, j'aimais vraiment sa joie de vivre, l'innocence hein, des enfants, en partie. Enfin voilà, elle était même là de tout ce que je vais raconter, même à l'hôpital, toujours partante pour tout en fait. Même d'aller à l'hôpital, elle était trop contente d'aller à l'hôpital, quoi. Enfin voilà, toujours partante pour tout. Et puis, euh, et puis elle était vraiment une grande complicité avec nous, les parents, quoi. Vraiment. Après, c'était notre première, donc forcément, Ouais, très proche de vous. c'est ça. Oh oui, très proche de nous, très proche de tout le monde, de tous nos proches, hein, vraiment. Puis, et c'est vrai que dans la famille, ça a été la première arrière petite fille pour mes grands-parents, donc voilà, ça a été la première des petites filles, je parle, hein, parce que j'ai une cousine qui a déjà 2 garçons, qui avait déjà 2 garçons, mais elle, c'était vraiment la première petite fille. Donc en fait, elle amusait son monde et elle savait y faire avec tout le monde. La petite Ouais. La princesse qui petite arrive dans la princesse, famille. exactement. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Exactement, en fait. Alors, est-ce que tu veux partager avec nous ce qui s'est passé avec Mimi? Hein, moi, Ouais, je vais l'appeler comme ouais, ça, vu que je la connaissais. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment la vie vous a mis une claque, la vie a tourné? Ouais, Comment vous l'avez ouais. vécu? Et je te laisse la Oui, parole. oui, oui. Du coup, donc Mia a eu 2 ans le 13 février 2020.
Voilà. Et donc, elle était pas très bien le jour où on a fêté ses 2 ans. Elle n'était pas très en forme, constipée, mal au ventre, pas bien. La nounou m'avait dit que voilà, elle était un peu flagada toute la journée, qu'elle n'avait pas trop joué, qu'elle n'avait pas trop mangé, enfin voilà. Donc du coup, je décide d'appeler le médecin. Il me donne un rendez-vous et il me dit bah, c'est l'âge là, ils ont 2 ans, c'est l'âge où ils sont constipés, il y a le stress du petit pot, tout ça. Donc, ok, donc il me donne des médicaments pour aller à la selle qui fonctionnent plus ou moins. Et puis, donc le dimanche, on devait fêter ces 2 ans avec toute la famille. Sauf que le matin même, pareil, rebelote, pas bien, un peu de fièvre, blanche, constipée encore, mal de ventre. Donc je décide de l'emmener aux urgences. Et aux urgences, ils me disent, effectivement, elle est bien constipée, donc on va lui faire un lavement. Donc ils lui font un lavement et puis voilà, ça fait du bien, tout ça. Et puis donc on repart à la maison, mais elle était très très fatiguée. Donc moi j'ai annulé la fête des 2 ans. On s'est reposé toute la journée, tout ça. Et puis les jours ont suivi. Et puis voilà, il y avait des jours où c'était bien, il y a des jours où c'était moins bien. Toujours un peu de fièvre par-ci par-là, toujours mal de ventre. Elle mangeait pas beaucoup. Et puis pas la joie de vivre qu'on a connue, quoi. Donc vraiment au ralenti. Elle était au ralenti et je le sentais, je le voyais. Donc je décide de retourner aux urgences. Et donc on fait un lavement, encore une fois. Ils me disent qu'effectivement elle est constipée, que voilà, ça vient du pot, enfin de l'histoire du petit pot, alors que bon, je l'avais pas forcément mis, j'avais pas forcément de règles là-dessus, mais bon, ils me disent que voilà, ça vient du petit pot, que beaucoup d'enfants à 2 ans sont constipés. Donc c'est vrai que j'avais été voir sur internet tout ça, effectivement, c'est ce qui ressortait beaucoup. Donc voilà, on retourne à la maison, et puis là vraiment, elle était pas bien. Et elle a vomi. Euh, Elle a vomi, mais voilà, c'était une couleur vert fluo, enfin un truc pas habituel, et ça m'a alertée encore une fois. Mais bon, voilà, à l'hôpital, moi, ils m'avaient donné du Doliprane, donc j'ai donné du Doliprane et puis j'ai écouté ce qu'on m'a dit, quoi. Je suis pas médecin, donc voilà. Non, on est juste maman, on fait ce qu'on Voilà, c'est peut. ça, et on fait ce qu'on peut et puis on essaye de faire confiance aux professionnels de santé. Donc c'est ce que j'ai fait et donc voilà. Donc le 27 février, moi je sors du labo, j'avais fait une prise de sang, j'apprends que je suis enceinte de mon deuxième enfant. Donc vraiment trop heureuse, trop contente. Voilà, je suis sur un petit nuage. Super, tout va bien. Mais dans le coin de ma tête, il y a Mia, là, depuis 15 jours, où je sens que ça va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vraiment, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je sens qu'il y a quelqu'un qui me dit que c'est autre chose que de la constipation, plus grave que ça. Et voilà. Bref. Du coup, donc je pars embaucher. Et donc le soir, voilà, j'ai une cliente qui vient pas au salon, qui annule son rendez-vous. Et la nounou, dans la journée, m'a dit écoutez, Mia, je la trouve vraiment pas en forme. Elle a fait de la fièvre, elle n'a pas joué de la journée, elle n'a pas mangé, elle est blanche. Voilà. Donc là, voilà, ma cliente ne vient pas à mon dernier rendez-vous. J'appelle ma responsable et je lui dis écoutez, faut que j'aille aux urgences parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec ma fille. Donc voilà, elle me laisse partir, bien sûr. Et donc, je rentre à la maison. Je, je dis à mon ex-conjoint que je veux ramener Mia aux urgences. Donc, lui, il me dit non, on y a déjà été 2 fois. Je pense que ça sert à rien. Je dis écoute, tu restes là si tu veux. Moi, j'y vais, je l'emmène. Donc, au final, il vient avec moi. On y va tous les trois. Et donc, arrivé à l'hôpital, donc je dis que ça fait la 3e fois qu'on vient, que ma fille est toujours constipée, elle a de la fièvre, elle est pas bien, elle a vomi, du vert fluo, en plus quelque chose qui m'alerte un petit peu. Et donc là, je tombe devant quelqu'un qui me dit ah ben oui, vous êtes déjà venu 2 fois, mais c'est bon, enfin vous êtes trop maman poule, à un moment donné, elle va prendre du Doliprane et puis ça va passer, c'est normal, elle est constipée, elle a 2 ans, enfin tout le blabla qu'on m'avait fait déjà.
Mais cette fois, j'ai dit non. J'ai dit non, je sens, je suis sa maman, je sens les choses, je sens qu'elle est pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Donc moi, je partirai pas d'ici tant qu'il y aura pas d'examen complémentaire. Au moins une prise de sang, en fait. Je demande juste une prise de sang. Et la nana me dit, donc c'était une interne, ouais, qui était là. Et elle me dit, non, non, mais de toute façon, il y a du monde ce soir, on n'a pas le temps. Donc, mais j'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Mais je dis, moi, je reste là, juste attends qu'on vienne faire des examens complémentaires à ma fille. Donc, le ton monte un petit peu. Je me laisse pas faire. Voilà, elle me dit donc non, de partir, que c'est bon, qu'elle nous ont déjà vu 2 fois. J'ai dit, écoutez, je suis pas du tout du style à venir en plus aux urgences pour rien. Je sens qu'il y a quelque chose. Donc, moi, j'attends quelqu'un pour une prise de sang. Donc, elle cède. Elle m'appelle une infirmière qui vient faire une prise de sang à Mia. Donc voilà, on attend les résultats tranquillement. Et puis, c'est une médecin qui vient nous chercher, qui nous emmène dans son bureau et qui nous pose des questions, qui nous dit mais Mia, est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle mange de la viande? Bah oui, on était un peu surpris de sa question. Mais oui, oui, elle mange de tout, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en plus, c'est une enfant qui n'était pas du tout difficile. Donc voilà. Et elle me dit, parce qu'en fait, sur la prise de sang, on voit qu'il y a une très grosse carence en fer. Mais vraiment anormale pour cet âge-là. Ok. Donc elle nous dit ce qu'on va faire, on va faire une écho. Bon, bah ok, très bien. Donc on part faire une écho et le monsieur, je vois je vois qu'il voit quelque chose, mais moi je sais pas, j'y connais rien, donc voilà, j'attends. Et puis après l'écho, il appelle quelqu'un et puis il y a une dame qui vient nous chercher qui nous dit bah du coup on va aller faire un IRM. Ok, donc elle me dit bah vous n'êtes pas enceinte ni rien. Bah, j'ai appris ce matin que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, mais non quoi. Voilà, dans ma tête je me dis non. Et elle me dit ah ben non si vous êtes enceinte vous venez pas avec nous. Bah, ok, donc du coup c'est le papa qui va avec elle. Et puis on attend les résultats, on attend. Et puis, on vient nous dire ensuite qu'il y a une grosseur dans le ventre à Mia qui fait 10 cm de diamètre dans le ventre. Donc en fait, à chaque examen qu'on faisait, qu'on allait là, quand on a été aux urgences, tout le monde disait oui, elle a le ventre plein de sel, effectivement, il faut faire un lavement, tout ça. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'était cette grosseur qui sentait plus qu'autre chose. Mais bon, après, moi, je me dis, effectivement, on ne peut pas faire des examens à tous les enfants qui sont constipés, enfin voilà. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. En fait, on fait confiance aux On fait professionnels de ouais, c'est santé ça. qui On sont fait en confiance, face. voilà, exactement, Mais c'est d'un exactement ça. côté, il y a l'instinct de maman L'instinct de maman qui est qui là. dit que non, il y a un problème, Voilà, quoi. qu'il y a un problème. Je savais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'en étais sûre, quoi. J'en étais sûre. Et donc voilà, donc on nous dit qu'on reste la nuit à l'hôpital et que demain on sera transféré donc sur Poitiers, sur le CHU de Poitiers. Donc bah, j'ai pas dormi de la nuit forcément. Voilà, j'ai écrit à ma cousine qui est infirmière. Voilà, je lui ai dit tout ça. J'ai écrit à une de mes tantes, mes parents, enfin voilà, tout le monde quoi. Et puis le lendemain, on nous transfère sur Poitiers. Et en fait, donc dans l'ambulance, bah, j'étais en stress parce que je savais pas trop sur où on allait et tout. Enfin, en fait, quand ils nous ont annoncé qu'il y avait une grosseur dans le ventre, moi tout de suite, je me suis dit bon ben c'est une tumeur, c'est sûr. Enfin voilà, je l'ai dit à personne, mais moi je savais que c'était. Enfin, quand on m'a dit ça, c'est tout de suite à ce que j'ai pensé. Et donc quand on est arrivé au CHU de Poitiers, les ambulanciers nous emmènent dans un service où j'ai vu la pancarte passer oncologie pédiatrique. Donc là, ce mot, moi, j'y connais rien. Moi, je suis coiffeuse, hein, donc j'y connais rien aux termes médicaux, tout ça. Donc, mais oncologie, ça me parlait parce que j'ai une cousine, ma cousine, qui travaillait à cette époque-là en oncologie adulte au CHU de Poitiers. Donc, je lui envoie un message et je lui dis oncologie, c'est là où tu travaillais? Et elle me dit oui. Et je savais qu'elle travaillait avec les gens qui étaient atteints de cancer. Donc voilà.
Donc déjà, je savais qu'on partait. Voilà, je savais que mon hypothèse n'était pas écartée, quoi. Et en fait, tout ça, donc à l'hôpital où tu as été avant, Ouais, l'hôpital de à Niort, l'hôpital hein, de Niort, ouais. ils ne vous ont rien Non, expliqué. En fait, ils vous ont dit, il y a une grosseur, vous êtes voilà. transféré. Il y a une grosseur, on est transféré. Eux voulaient pas du tout s'avancer sur ce qu'était cette grosseur. C'est pour ça qu'ils nous ont fait partir sur le CHU de Poitiers, quoi. Voilà. Eux savaient pas, ils savaient qu'il y avait cette grosseur qui était pas normale, mais ils savaient pas ce que ça voulait dire. Parce que Ouais. je me rappelle que j'avais discuté avec une infirmière qui était là. J'ai ma meilleure amie, donc Aline, qui était venue nous apporter des affaires, tout ça. Et donc, j'avais discuté avec Aline et puis avec cette dame. Et je lui avais dit, bah, c'est une tumeur. Et elle m'a pas répondu. Elle m'a dit, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire. Tant que les examens complémentaires sont pas faits, on ne peut pas vous dire. Donc, faut pas se mettre des trucs en tête et tout. Mais bon, voilà, je pense qu'elle savait aussi. Et puis, bah, je pense voilà, tant qu'il n'y a rien de sûr, ils vont pas te dire ce que c'est. Normal. Oui. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que quand on est passé la porte de l'oncologie pédiatrique, voilà, je savais dans quel univers on basculait. Voilà. Et donc là, après, donc on a eu 15 jours d'examen. Donc là, c'était très très long, parce que les examens c'est très long. Donc 15 jours à rester 15 jours à à Poitiers. rester à l'hôpital, où on n'est pas sorti ni rien. Et 15 jours d'examen à fond tous les jours, voilà, des examens voilà, sur plein de choses. Et donc, au bout de 15 jours, on a vu les professionnels qui... Voilà. De toute façon, on était un peu avertis. Il y avait 8 chances sur 10 pour que ce soit une tumeur maligne. Voilà. Donc, de toute façon, déjà, c'était... quand on est arrivé à Poitiers, c'est ce qu'on nous a dit, quoi, les premiers jours. Après, ils nous ont dit, tant que les examens ne sont pas faits, on ne peut pas se prononcer. Donc, voilà, au bout de 15 jours... on a été convoqué par un médecin de l'oncologie pédiatrique qui nous a dit que voilà, Mia était atteinte d'un neuroblastome. Donc voilà, c'est une maladie, c'est un cancer hein, qui se développe particulièrement chez les petites filles, particulièrement autour de 2 ans. C'est quelque chose d'assez rare, mais de très violent. Pour le coup, c'est un cancer qui se guérit pas bien. Et puis Mia avait un neuroblastome métastatique, donc elle avait déjà des métastases un peu partout. Donc voilà. Donc moi, au moment où on m'annonce ça, je sais que je vais perdre ma fille, clairement. Donc voilà, donc je sais que voilà, quand on m'annonce ça, je sais que je vais perdre ma fille. Honnêtement, en tant que maman, j'ai pas d'espoir en fait, mais pas du tout. Autant mon ex-conjoint, ma famille, tout ça ont beaucoup d'espoir. Moi, j'en ai pas. Donc voilà. Donc les médecins ont de l'espoir. Voilà, ils m'expliquent un protocole. J'y comprends rien. Je comprends aucun terme et clairement, j'ai même pas envie de l'écouter en fait. Mais je l'écoute. Je fais semblant. Clairement, je fais semblant de l'écouter. Et puis voilà. Donc on est parti dans cet engrenage. Donc moi donc j'étais enceinte. Donc je l'avais dit à personne à part Aline, ma meilleure amie. Je lui avais dit ça le soir où on a appris qu'on restait sur l'hôpital de Niort. Je lui ai dit direct. J'ai dit en plus, je viens de savoir ce matin que j'étais enceinte. Enfin voilà. Donc je lui ai dit et ensuite j'ai dit à ma cousine quand elle est venue nous voir en débauchant de l'oncologie adulte, elle est venue nous voir et je lui ai dit aussi. Voilà. Mais en fait, j'avais dit à mon ex-conjoint de toute façon que ce bébé, il verrait pas le jour, c'est sûr, parce que là, c'est bon, j'étais partie dans du stress, dans complètement autre chose, et je savais que en fait, je sais pas, j'étais persuadée que j'allais perdre ce bébé. Donc, je me suis pas du tout occupée de ce début de grossesse. Pourtant, j'étais hyper malade et les filles de l'hôpital à Poitiers étaient vraiment adorables avec moi, me donnaient toujours des petits encas à manger, enfin plein de trucs, elles savaient hein, forcément. Donc elles étaient vraiment adorables avec moi, mais j'étais malade comme un chien et à côté de ça, il fallait que je gère tous les examens. Et en plus, je pouvais pas accompagner ma fille sur les examens. À chaque fois,
Je pouvais pas parce que il y avait des trucs de radioactivité. Enfin bref, je pouvais pas. Enceinte, on peut pas. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire à l'hôpital, donc voilà. Donc je pouvais pas l'accompagner. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et puis, donc voilà. Donc moi, je me suis dit, de toute façon, cet enfant, c'est sûr, je vais le perdre, j'en suis sûre. Donc voilà. Donc ensuite, on est parti. Donc on est parti dans la pose de cathéter. On est parti dans le truc, quoi, hein, dans l'engrenage de la chimio, de tout ça, et ça dure des semaines. Et donc du coup, moi, je suis coiffeuse. J'ai arrêté de travailler, j'ai pris une dispo pour m'occuper de ma fille complètement, parce que son papa ne pouvait pas prendre de dispo à cette époque-là. Donc moi, j'ai décidé de la prendre et de m'en occuper. Voilà. Donc j'allais à l'hôpital partout avec elle tout le temps. Je dormais là-bas. Voilà. C'est de fin février à septembre, ça a été que ça. Donc on rentrait chez nous une petite semaine et puis en fait on faisait des prises de sang tout le temps, tous les 2 jours pour voir si les globules étaient bien, machin. Et puis ça allait jamais. Donc en fait au lieu d'être une semaine à la maison, on repartait à Poitiers 2 jours après. Donc vraiment on était dans un engrenage où il y avait plus que ça qui comptait et tout le reste autour. Même si franchement on a été hyper soutenus par ma famille, mes amis. Enfin, franchement, je peux pas dire que j'ai pas été soutenue, c'est pas vrai, parce que vraiment, tout le monde venait nous voir. Non, on a été vraiment très soutenus, mais bon, c'était compliqué. Et en plus, c'était 2020, donc en fait, tous les jours, j'avais de la visite. Et puis, il y a eu le confinement, et donc plus personne pouvait venir nous voir pendant un petit temps là. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et puis après, ça a repris, je me rappelle plus trop, mais voilà, après, on a pu avoir de la visite, tout ça. Et puis voilà, les examens s'enchaînent, tout ça. Donc Mia, toujours la patate. Franchement, les chinos ne l'ont jamais rendue malade. Je l'ai jamais vue vomir une seule fois. Elle était fatiguée, mais franchement, non. Pour une gamine de 2 ans, honnêtement, j'étais assez époustouflée de voir cette joie de vivre et puis cette force de caractère. Franchement, elle m'a épatée. Et en fait, quand on était à la maison, elle demandait quand est-ce qu'on allait à l'hôpital, quoi. Parce que là-bas, c'est vrai que franchement, c'est le sud de Poitiers, c'était génial, quoi. Franchement, moi, ça a été ma deuxième famille pendant quelques mois. Les filles toutes adorables les unes que les autres. Le service, mais ils mettent tout en place pour que les enfants se sentent bien, tout en place pour que les mamans se sentent bien. Je sais pas si c'est du fait que voilà, j'étais enceinte aussi, mais j'ai eu l'impression d'être. Enfin, il y avait une masseuse dans le service qui venait toujours me faire des petits massages, qui faisait des massages à Mia, enfin des activités, toujours plein d'activités, plein de choses pour les enfants. Enfin, en fait, elle était, euh, elle était au paradis là-bas, hein. Franchement, elle était trop contente d'y aller. Donc, du coup, d'un côté, voilà, il n'y avait pas cette galère d'aller à l'hôpital. Voilà, elle était contente d'y aller. Elle était contente de retrouver ses petits camarades, de retrouver les petits jeux qu'il y avait là-bas, parce qu'il y a des jeux qu'elle aimait beaucoup là-bas et nous, on les avait pas à la maison, donc c'était vraiment. Et puis surtout, elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait à manger n'importe quand dans la journée. Donc si à 10h, elle avait envie de frites, eh ben, à 10h, on lui emmenait des frites, quoi. Voilà, il n'y avait pas aucune restriction euh, tant que les chimios se déroulaient bien et tout. Voilà. Après, donc voilà, après c'était vraiment, on avait ce petit train-train, cette petite vie, voilà, entre la maison, l'hôpital, revenir un petit peu, aller voir les papis, mamies, tout ça, voilà. En fait, tout tournait, enfin, tout a tourné du Ah coup oui, autour de la maladie. tout a tourné autour de la maladie. Donc, moi, voilà, mon petit bébé dans mon ventre continuait, lui, son petit bout de chemin. C'est vraiment bien, bien accroché. Donc, du coup, il fallait aussi que je m'occupe de cette grossesse, donc les échos obligatoires, le suivi gynéco, tout ça. Donc, il fallait que j'allie l'hôpital et puis tout ça. Donc, voilà, j'ai réussi à faire tout ça.
Mais clairement, pour moi, c'est un signe de la vie, le fait que voilà, j'ai été. Le matin, j'apprends que je suis enceinte, le soir, j'apprends que ma fille a une maladie. Et je sais pas, je me dis, en fait, c'est pas arrivé au hasard, ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée, pourtant, je suis pas dans tous ces trucs-là, mais ça, j'en suis sûre. C'est pas arrivé au hasard. Ce petit bébé s'est bien accroché et franchement, heureusement qu'il était là parce que j'aurais pas vécu les choses de la même manière. Il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner. Ça me saoulait, quoi. J'en avais marre d'être à l'hôpital. En plus, je déteste ce milieu-là de base. Et là, j'ai été plongée des mois et des mois. Et vraiment, j'en avais marre d'être là-dedans, d'être enfermée dans ce truc. Et il y a plein de fois où j'avais envie de baisser les bras, c'est clair. J'avais envie de baisser les bras. Il y a plein de fois où je voulais pas manger. Et puis en fait, c'est les filles là-bas qui me disaient si, allez, vous avez un petit bébé à nourrir dans le ventre, tout ça. Donc heureusement qu'il était là, oui, c'est clair. Mia était au courant du coup. Donc Mia était au courant qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Elle était ravie parce que du coup il y avait plein de petits bébés, des petits poupons, je veux dire, des jouets à l'hôpital. Et donc elle jouait beaucoup avec, elle faisait beaucoup de jeux d'imitation avec ça, avec son petit frère ou sa petite sœur. Donc c'était j'avais hâte de les voir ensemble, mais d'un autre côté, je savais que ça arriverait jamais. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas pourquoi. Encore une fois, je pense que c'est l'instinct de maman, mais j'en étais persuadée que ça arriverait pas. Jusqu'au jour, en fait, où on a eu des examens en milieu de parcours, un peu en milieu de parcours de chimio, on a eu des examens. Et là, donc, le soir, les médecins viennent me voir. Ils me disent, du coup, on a eu les résultats des examens de Mia et la tumeur a diminué. Donc on est content, on est sur la bonne lancée, on continue le traitement comme prévu, voilà, on ne change rien et puis voilà. Ok. Donc Et là, en gros fait, moment d'espoir ou moi pas non, du pas tout? du tout, parce qu'en Pas fait, du je tout. réagis pas à ce qu'elles me disent. Elles étaient deux médecins. Et donc les médecins passaient toujours le matin et le soir. Et donc là, voilà, elles me disent ça. Et j'étais dans mon fauteuil et je dis OK. Mais elles me disent, vous avez entendu ce qu'on vous a dit, c'est bien, c'est positif, la tumeur a diminué, tout ça. Je dis oui, mais je n'ai pas envie de me créer d'espoir, donc voilà. Et là, elles me disent, en fait, vous savez, il faut vraiment avoir l'espoir et tout pour guérir, tout ça. Ok, donc j'entends ce qu'elles me disent, mais voilà. Moi, Au fond de je sais qu'au toi, fond de moi, oui, c'est bien, j'étais contente, la tumeur a diminué, je me suis empressée de le dire à mes proches forcément, mais non, moi dans ma tête, je savais que j'avais pas de plus d'espoir que ça, j'étais forcément contente qu'on me dise ça, mais j'avais pas forcément d'espoir. Enfin voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Donc les mois continuent voilà, toujours le même train-train, hôpital, maison, prise de sang, enfin tout ça quoi. Et puis moi je commençais à fatiguer aussi hein, parce que voilà, ma grossesse continuait. Alors je me reposais à l'hôpital, c'est pas le problème, mais on se repose pas comme à la maison. Hein. On a non, puis psychologiquement, tu peux pas C'est être ça. sereine, c'est pas Ben possible. non, pas du tout. Et puis en fait, t'as des machines qui sonnent tout le temps, t'as toujours quelqu'un qui rentre. Enfin voilà, tu te reposes pas comme à la maison. Donc après voilà, ma maman, ma sœur ont pris le relais dès qu'elles pouvaient, dès qu'elles étaient en vacances. Voilà, prenaient le relais. Moi, je sortais un peu prendre l'air et ça me faisait beaucoup de bien tout ça. Donc donc voilà. Et puis en fait, au mois d'août. Ouais, en été, au mois d'août, ma maman avait pris le relais. Et puis elle m'envoie un message, elle me dit bah, Mia, encore de la fièvre, une fièvre un petit peu anormale. Elle était sous transfusion. Oui, c'est ça, transfusion de sang. Et donc pendant la transfusion, elle est montée à plus de 42 fièvres. Donc il fallait arrêter la transfusion. Enfin, je sais pas trop, je connais toujours rien. Hein. Même après des mois, voilà.
C'est pas mon milieu. Donc, donc ouais, ma maman m'envoie ce message, elle me dit qu'il y a de la fièvre, que les médecins sont passés, qu'ils allaient voir. Peut-être qu'on allait faire une petite écho, voir quand même ce qui se passait, un petit examen comme ça pour voir où on en était, quoi. Et donc du coup le soir, moi j'étais pas sur l'hôpital parce que c'était ma maman qui gérait, mais le soir la médecin m'appelle et elle me dit Mia a eu de la fièvre donc un peu toute la journée, surtout pendant sa transfusion. On a décidé de faire une écho, de faire un examen, enfin voilà. Et donc c'est ma maman qui avait fait l'examen, il me semble. Et donc la médecin me dit au téléphone, j'aimerais que vous veniez avec le papa tout de suite sur Poitiers. Ok. Bon. Donc là, je savais encore une fois ce qu'on allait nous dire. Donc on monte sur Poitiers, hein, direct. Euh, et, euh, et donc elle nous prend à part dans le bureau et elle nous dit voilà, la maladie a progressé à vitesse grand V là pour le coup. Vraiment progressé. Nous, sur Poitiers, on n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit. Mis à part de continuer les chimios, mais là, ça ne sera pas suffisant. Face à ce que l'écho montre, ça ne sera pas suffisant. Donc, va falloir aller sur Paris. Donc là, je me décompose parce que j'avais envie de péter un câble, franchement. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait, ça va jamais s'arrêter. J'étais à 7 mois de grossesse. Donc j'en avais marre. J'en avais marre et j'avais pas du tout envie d'aller sur Paris. Mais alors, pas du tout. Donc moi, je suis sortie du bureau, j'ai dit à la médecin, bah non, en fait, je n'irai pas sur Paris. C'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Donc stop. Et elle me dit, bah, vous faites comme vous voulez, mais allez voir le médecin à Paris. Moi, à votre place, j'irai quand même voir le médecin à Paris. Il faut tenter cette dernière chance. Voilà. Mais il y avait 10% de chance de réussir. Donc clairement dans ma tête, je savais que c'était mort, quoi. Donc je sors du bureau, j'en parle avec le papa de Mia. Et il me dit écoute Sissi, faut aller sur Paris, on n'a pas le choix, faut y aller. J'ai dit écoute, moi j'ai pas envie, je suis à 7 mois de grossesse, j'en ai marre, j'ai pas envie, je sais même pas si je vais avoir le droit de faire autant de voitures. Parce que du coup là c'était juste un petit aller-retour sur Paris pour faire un rendez-vous, pour voir un peu ce qu'il en était. Et donc je lui dis non, j'ai pas envie en fait. Et il me dit bah si, faut que tu y ailles, faut qu'on y aille, faut tenter en fait, faut tenter parce que sinon quoi qu'il arrive derrière, si on ne tente pas, on s'en voudra tout le temps en fait. Donc effectivement voilà, c'est vrai que je le remercie aujourd'hui sur ça parce que je sais que si je l'avais pas fait, je sais que je me dirais tout le temps, mince, si j'aurais été sur Paris, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Donc Oui. sur ça, je le remercie aujourd'hui parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc nous voilà partis pour Paris, on rencontre un professeur, on compare à Gustave Roussy, à Villejuif. Et on rencontre un professeur donc, qui nous explique voilà, que la maladie de Mia est très grave, qu'elle a beaucoup progressé et que nous avons que 10% de chance de la soigner avec un protocole un peu particulier. Je sais pas trop ce que c'était, mais je sais qu'il fallait qu'on soit tiré au sort pour avoir droit à ce protocole. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si c'est pas un essai clinique, un truc comme Oui. ça. Là. Voilà. Donc ok, bon, j'avais encore jamais entendu ça, mais allons-y. Il n'était plus à ça près. Donc il me dit je vous rappelle la semaine prochaine pour vous dire si c'est ok et puis si c'est ok faudra venir dès le lendemain avec Mia sur Paris, tout ça. Donc voilà, donc il m'appelle quelques jours après, donc j'avais pas envie d'aller sur Paris, mais pas du tout. Et puis il m'appelle, il me dit écoutez, voilà, vous avez été tiré au sort, donc on fait l'essai clinique ou le protocole, je sais plus comment ça Alors, comment s'appelait. on peut dire, enfin, des parents, on va tirer au Mais sort le nom de c'est votre ça, enfant ouais, je pour. sais plus comment c'était, mais c'était un truc comme ça, c'était avec un tirage, quoi. Enfin, voilà, c'était, ouais, je crois que c'est les Hallucinant. essais cliniques qui se passent comme ça, mais encore une fois, j'y connais rien, donc voilà, après, voilà. Et donc, du coup, donc il nous dit, demain, il faut venir sur Paris et tout. Donc, j'étais dépitée, j'avais pas envie, mais j'avais clairement pas envie d'y aller, mais pas du tout, j'étais le moral à zéro, mais
Et puis, ben voilà, pas le choix, hein. Donc moi, entre-temps, j'appelle quand même ma gynéco. Je lui demande est-ce que je peux encore faire un trajet sur Paris. Enfin, encore un aller-retour. Et donc, au niveau bébé, cliniquement, tout permettait de faire de la route. J'avais aucun souci. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu aucun souci pendant cette grossesse. Lui, il était bien au Lui, chaud, il était bien bien au chaud, accroché. voilà, c'est ça. Donc, forcément, quand je changeais les couches à Mia, parce qu'elle n'était pas propre, je lui changeais ses couches de chimio, tout ça. Il me fallait des gants, il me fallait un tablier, il me fallait un masque, il fallait que je sois protégée parce que pour le bébé, c'était quand même dangereux. Mais lui, voilà, il était bien au chaud et tout se passait bien pour lui. Voilà, donc tant mieux. Et puis, et puis donc, nous voilà partis sur Paris. Donc, franchement, un hôpital, encore une fois, où il n'y a rien à redire, quoi, hein. Franchement, on a été traités comme des rois. Mais il n'y a pas d'autre mot, hein. Franchement, comme des rois là-bas, c'était des gens extrêmement gentils. Mais il y a quelque chose qui m'a choquée quand même là-bas, c'est qu'on est arrivé avec Mia et on a attendu dans le couloir avec d'autres enfants qu'une chambre se libère parce qu'en fait, il y a un étage qui est dédié aux enfants et il n'y avait pas de place, quoi. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de chambre de dispo, il y avait trop d'enfants, quoi. Et donc là, je me suis pris une claque parce qu'à à Poitiers, il y avait 10 chambres. Donc ça tournait en fait quand les enfants avaient fini leur chimio, tout ça, c'était voilà, on avait toujours une place à Poitiers quand on était prévu d'y aller, on n'a jamais attendu ni rien, mais voilà, c'était tandis que là sur Paris, ça m'a un peu choquée parce qu'en fait, je me suis dit waouh, en fait, il y a beaucoup d'enfants malades, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et Malheureusement. et là, je me suis dit ouais, ouf. Et c'était vraiment, c'était pas 10 chambres là, c'était un étage complet qui était dédié aux enfants et il n'y avait pas de place, quoi. Donc voilà, donc du coup nous voilà partis sur Paris. Donc là des gros traitements, quoi, gros traitements qui lui donnaient beaucoup d'œdème, qui la rendaient pas bien du tout. Une semaine, voilà. Donc pour elle c'était vraiment pas le top. Il a beaucoup dormi. Enfin vraiment c'était pas le top. Bref. Et donc on est rentré à la maison. Et là, bizarrement, ma fille était en pleine forme, entre guillemets, mais avait encore et toujours cette joie de vivre. On a fait plein de choses, plein d'activités, on s'est baladé, on a fait plein de choses. Et dans un petit coin de ma tête, là, j'ai eu pour la première fois, durant tous ces mois, une petite lueur d'espoir de me dire, putain, ça se trouve, on fait partie des 10%, quoi. Ça se trouve. Parce que je la trouvais super bien. Les prises de sang étaient très bien au niveau des globules et tout. On n'avait pas besoin de faire de transfusion, tout ça. Donc là, je me suis dit, ouais, putain, ça se trouve, voilà, on fait partie des 10%. Donc voilà. Et puis, toute une journée passe, je ne sais plus quand est-ce que c'était. J'ai une copine qui vient manger à la maison le soir. Et je lui ai dit, je trouve ça bizarre, Mia, elle n'a pas fait pipi de la journée en fait. Je trouve ça bizarre parce que je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, le neuroblastome, il se trouve dans le ventre, mais il agit, enfin, il était posé en fait au niveau des reins sur Mia, donc il agissait un peu sur tout ça, ben voilà, tout ce qui était sel, pipi, enfin voilà. Et donc du coup, ouais, je lui ai dit, mais Mia, elle a pas fait pipi de la journée en fait. Et là, ça me fait tilt, je me dis, c'est bizarre quand même. Et toute la nuit passe. Donc elle dormait toujours à côté de nous parce que du coup elle avait une pause, elle a eu une pause de sonde pour manger, pour garder de la force et tout. Donc elle avait toujours une sonde alimentaire et donc la nuit je la mettais en route et tout. Donc là elle dormait toujours à côté de nous et là elle s'était tordue de douleur. Elle avait très très mal au ventre cette nuit-là, enfin vraiment pas bien. Et, euh, et là je me suis dit il y a quelque chose encore qui va pas. Donc j'ai attendu le lendemain matin. Sa couche était toujours sèche. Elle n'avait pas fait pipi déjà depuis quasiment 24 heures. Donc là, voilà, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est allé sur Poitiers. J'y suis allée comme ça, en urgence, je crois. Et puis ils nous ont pris tout de suite, hein. Là, franchement, à chaque fois, quand il y a un souci, on n'attend pas des heures et des heures. Il n'y a aucun problème, on est pris tout de suite. Et donc on fait des examens. Et effectivement, Mia, voilà, les reins ne fonctionnent plus. Donc on nous transfère en haut dans une chambre, hein, en onco toujours. Et donc ils lui mettent des antidouleurs, il me semble.
j'ai ma cousine qui est passée à ce moment-là, mais je sais plus à force. Enfin voilà. Et du coup, voilà. Donc on met, je crois, des antidouleurs et ils lui posent une poche pour qu'elle fasse pipi. Enfin bref. Et donc voilà. Donc la soirée passe, pareil. Et le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, on a un médecin qui passe nous voir et qui nous dit, bah, Mia, donc elle n'a toujours pas fait pipi, donc là ça devient très critique. Enfin voilà, on ne peut pas vivre en fait sans faire pipi comme ça. Donc en fait, pour le médecin, il nous a dit, ben, je pense qu'il va falloir appeler vos proches parce qu'on est sur une fin imminente du fait qu'elle fasse pas pipi, tout ça. Donc en fait, ça a basculé très très vite entre ma petite lueur d'espoir et ça, en fait. Donc voilà, donc du coup j'appelle tous nos proches, famille, tout ça. Donc je leur dis, donc ils arrivent tous le soir, tard. Euh, et quand ils étaient là, Mia a fait pipi. Quand ils étaient tous là, elle a fait pipi dans la poche. Donc les médecins nous disent, bon, ben, c'est une bonne chose, voilà, elle a fait pipi, donc ben, on continue le traitement habituel. Et puis, mais je sais plus comment ça se passe, mais honnêtement, je sais plus à partir de quel moment on nous parle de soins palliatifs. J'ai oublié ce moment. C'était à la suite de ça, hein, c'est sûr, parce qu'on n'est jamais ressorti de l'hôpital ensuite. Mais on a basculé dans les soins palliatifs, je sais plus comment, j'en ai aucun souvenir. Et donc voilà, donc on était donc en soins palliatifs, donc on nous a dit que voilà la fin était proche. Euh, que voilà, que c'était la fin d'un combat. Donc voilà, donc on commence les démarches, psychologue, tout ça, mais ça j'en ai eu, je l'ai pas dit, mais j'en ai eu tout le long, à partir du moment où on est arrivé sur Poitiers, il y avait une psychologue dans le service, en normal, qui venait régulièrement me voir, voilà, qui venait régulièrement nous voir et tout. Donc voilà, donc là commence encore cette partie psychologue, tout ça. Et puis, je sais plus, une médecin avec une autre dame qui vient nous voir pour donner des papiers sur comment organiser un enterrement. Je me rappelle de cette feuille là où il y avait plusieurs trucs de décrits dessus. Voilà, comment organiser tout ça, la suite de tout ça. Voilà. La grosse claque. Hein? La grosse claque. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, la grosse claque. La grosse claque, mais en même temps, je sais pas comment dire. La Si tu peux le grosse dire avec claque, tes mots. mais la fin d'une épreuve pour moi. C'est comme ça que je le vois. C'est con à dire, c'est peut-être qu'il faut pas le dire en tant que maman, je sais pas, mais moi c'est comme ça que je le vois. La fin en fait, la fin de tout ça, que j'en avais ras-le-bol quoi, hein, clairement. Et puis surtout, je savais l'issue qu'on allait avoir, la seule issue possible, je la sentais et je la savais depuis le début. Donc en fait, quand on vient me donner ces papiers-là, oui, ça fait mal. Et puis j'étais peut-être aussi dans le déni, j'en sais rien, mais je voyais la fin de tout ça, quoi. Et le soulagement pour moi. Donc Et la fin voilà. de la souffrance Ouais, c'est de ça. Mia, en Ouais, fait. c'est exactement ça. Parce que là, du coup, donc on était en soins palliatifs, voilà, depuis déjà quelques jours. Donc en fait, on avait de la visite tous les jours, on avait de la visite quand on voulait, tout le temps, même la nuit et tout. Enfin voilà, on avait le droit d'avoir qui on voulait, quand on voulait. Donc toujours du monde avec nous, toujours les mêmes, mais voilà, toujours soutenus. Et puis voilà, les journées passent comme ça. Donc en fait, voilà, on discutait de tout et rien. Mia était là sur son lit, mais voilà, elle était là sans être là. Elle était tellement shootée par, je sais pas trop ce qui donnait, de la morphine, je pense, pour pas souffrir. Je crois qu'elle avait une pompe à morphine, il me semble. Mais j'avoue que il y a des trucs de ma tête qui se sont un peu, un peu oubliés, quoi. Mais il me semble que oui, elle avait de la morphine.
pour pas souffrir justement. Donc voilà, toujours de la visite. Et puis en fait, les jours passent. Et puis voilà, quoi, ben, les jours passent. Voilà. Et là, au moment où je parle, ça fait 3 semaines qu'on est en soins palliatifs, que j'en peux plus, clairement. Que, en fait, tous les soirs, avant d'aller dormir, ce que les médecins m'avaient dit, enfin voilà, faut pas hésiter à lui dire de partir, de rejoindre le ciel, machin truc. Donc moi, je lui disais tout ça. Mais son papa avait beaucoup plus de mal à laisser partir sa fille, ce qui est normal, hein. Et puis, on réagit pas du tout de la même façon, on réagit pas tous pareil. Donc voilà, après, chacun réagit. Après, son papa était très plein d'espoir pour elle, tandis que moi, j'en avais pas. Je sais pas si c'est bien, pas bien, voilà, mais je pense que c'est un papa avec sa petite fille. Et puis, même si je l'aimais plus que tout, mais je sais pas, j'ai ressenti ça, moi, depuis le début, que j'avais pas d'espoir. Donc forcément, je lui montrais pas. Forcément, je lui montrais pas du tout. Mais voilà, dans un coin de ma tête, c'était comme ça. Et ça faisait déjà quelques mois. C'est bête ce que je vais dire. Enfin, je sais pas si c'est bête, mais c'est la vérité. Ça fait quelques mois déjà que toutes les nuits, quasiment, je faisais le même cauchemar où j'étais enceinte avec un gros ventre en train d'enterrer ma fille, en fait. Et ce cauchemar, je l'ai fait, je sais pas combien de fois, mais je l'ai fait plein de fois. Et à chaque fois, quand je me réveillais, enfin voilà, je sais pas pourquoi, je sentais que ça allait se passer comme ça, quoi. Donc voilà, donc 3 semaines qu'on est en soins palliatifs, donc rien ne se passe. Les médecins viennent me voir et nous disent, ben, en fait, je pense que Mia attend l'arrivée de son petit frère. Et là, je me décompose parce que je me dis, c'est pas possible. Il est censé arriver dans 1 mois et demi. Et clairement, mais je tiendrai pas 1 mois et demi ici, entre 4 murs, à attendre. Ah non, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Donc, ils me disent, mais je pense que c'est ça. Ou alors, je pense que votre conjoint, enfin son papa, n'arrive pas à laisser partir sa fille et la retient, voilà. Donc les médecins me disent si vous pourriez partir là une journée ou une après-midi et puis laisser son papa toute seule avec elle et nous on va aller lui parler, on va aller lui dire un peu ce qu'il doit faire, enfin voilà, ce qu'il doit dire, tout ça. Donc ça, c'était le 10 septembre. Je m'en rappelle, c'était un jeudi parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et donc je pars, j'ai une de mes tantes avec ma cousine toujours qui viennent me chercher. On va se faire un petit resto. On sort de cet hôpital, voilà. Et on va se faire un petit resto, tout ça, on discute, machin, voilà, tout, enfin, ça va quoi, voilà. Et puis, le soir, donc j'ai ma sœur qui vient comme d'habitude, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mes parents, je crois qu'ils sont passés aussi, enfin voilà, tout le monde. Tout le monde, voilà, mes parents sont passés, mais ils étaient plus là. Il y avait ma sœur, il y avait Adeline et Aline, donc ma meilleure amie, qui étaient là. Voilà, on était tous les 5 dans la chambre, on discutait de tout et rien, et même on rigolait, tout ça. Enfin voilà, on passait un bon moment. Et, et Mia, donc, était vraiment shootée ces derniers jours. Moi, j'arrivais plus. En fait, le matin, il fallait que je lui fasse une petite toilette. Et j'arrivais plus à le faire, en fait. Je n'arrivais plus à la toucher parce qu'elle avait tellement perdu de poids, tellement maigri que je n'y arrivais plus, en fait. Donc c'était voilà, mon conjoint qui gérait ça. Je n'y arrivais plus. C'était au-dessus de mes forces, je ne pouvais plus, quoi. Et donc voilà, donc elle n'avait pas d'interaction là depuis quelques jours, tellement shootée par les médocs, tout ça. Et en fait, on discutait tout ça, et elle essaye en fait de se lever du lit, enfin de relever la tête, ou je sais plus, enfin elle fait un signe qu'elle montre qu'elle est là, et elle dit tata, il me semble, en regardant ma sœur qui était en face d'elle, et elle part tout de suite. Et en fait, je vois Adeline, donc ma copine qui est infirmière, qui sait ce qui se passe, je pense, hein. Elle court dans le couloir, elle court chercher quelqu'un. Aline, pareil, c'est parfaitement ce qui se passe. Et moi, je suis là avec le papa. Nous, on ne sait pas trop ce qui se passe, j'avoue. Et voilà. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Voilà.
Mia a décidé de partir comme ça. Donc il est 21h, je crois. Un truc comme ça. Donc, là, les infirmières arrivent, elles nous font sortir de la pièce. Et puis, effectivement, elles reviennent. Moi, j'étais dans le couloir. Et puis, elles reviennent me voir. Et puis, elles me disent, effectivement, voilà, c'est la fin. Mia est partie. Voilà. Donc voilà. Donc, on nous dit que c'est la fin. Du coup, je suis un peu perdue. Je sais pas trop ce qui va se passer maintenant, ce qu'on va devoir faire, pas faire. Donc, on m'avait déjà prévenu, comme ça faisait déjà 3 semaines qu'on était en soins palliatifs, on m'avait dit dès le départ d'emmener une petite tenue avec laquelle je voulais qu'elle parte. Donc ça, ma sœur avait tout préparé, tout ça. Donc, mais je savais pas ce qu'on allait me demander, ce que j'allais devoir faire, ce que je sais pas du tout. Donc voilà, en fait, les filles, les infirmières me disent on va faire une toilette, l'habiller, tout ça, donc vous pouvez assister ou ne pas assister, c'est comme vous voulez. Donc je n'ai pas voulu assister, son papa non plus. Honnêtement, je me rappelle plus non plus qui a voulu assister ou pas. Je sais même pas si quelqu'un y a été. Mes parents, il me semble, et ma sœur, je sais plus, je sais pas dire, je sais plus. Et puis voilà. Puis là, voilà, nous ont rejoint voilà, mes parents parce qu'ils n'étaient pas sur place. Ils étaient partis, il y a peut-être 2 heures qu'ils étaient partis, donc ils n'étaient pas sur place. Donc ils sont venus avec une copine à eux qui les a emmenés. Mes parents, mes beaux-parents hein, de l'époque, voilà, beau-frère, belle-sœur, tout ça, tout le monde est arrivé. Voilà. Je sais que j'ai été prendre l'air avec Aline, j'en suis sûre de ça. Et puis ensuite, on a accompagné notre fille, je pense à la morgue de l'hôpital. Je sais même pas, mais je sais que voilà, on a traversé les couloirs avec un drap blanc sur elle, voilà, dans la nuit. Il était tard, hein, il était très tard parce qu'on n'a pas croisé grand monde. Avec ça, on y a été avec des médecins, la chef de service, je crois, voilà, qui nous a accompagnés là-bas. Et puis voilà. Et puis on est rentré chez nous. Et je sais qu'en moi, j'ai ressenti un énorme soulagement. Je me suis dit, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de tout ça. On arrête tout. Et là, je me suis dit, voilà, c'est terminé. Elle ne souffre plus. Enfin moi en tout cas, je parlais pour moi. Moi, c'est fini aussi tout ça, les allers-retours, les chimios, les prises de sang, c'est horrible en fait. De voir tout ça sur son enfant. En fait, on se rend pas compte. C'est vrai que honnêtement, jusqu'à là, même dans ma famille ou quoi, on a eu de la chance. Il y a des familles qui sont touchées par le cancer plein de fois. Honnêtement, je vais toucher du bois en même temps que je parle, mais dans notre famille, on n'est pas touché par ça. Voilà, c'est vrai que dans notre famille, Mia, c'est la première. Même dans mes proches, voilà, on n'est pas touché par tout ça. Donc en fait, j'avoue que je ne savais pas du tout ce que c'était. Quand on n'est pas concerné, forcément, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais en fait, quand on voit quand on voit toutes les souffrances, enfin tout ce qu'on fait, tout ce que ma fille a enduré, je me rappelle, ils ont fait, ça c'était le pire, je crois que je me souviens, j'ai cru que j'allais péter un plomb. J'ai cru que j'allais vraiment m'énerver contre les médecins cette fois, mais j'ai pris sur moi une fois de plus. Mais là, c'était trop en fait. Ils m'ont dit demain, on va faire il y a un grand professeur de Bordeaux qui vient et on va faire un. En fait, Mia était branchée, elle était branchée pendant 2 heures. Il fallait pas qu'elle bouge, ni un petit doigt, ni rien du tout pendant 2 heures. Donc elle a 2 ans. Elle n'est pas endormie. Il faut pas qu'elle bouge pendant 2 heures. Sinon, on recommence tout à zéro. Et donc ça, c'était pour lui prendre des cellules. Enfin, en fait, c'était une grosse machine qui prenait son sang, qui nettoyait son sang, qui lui réinjectait. Enfin, je sais plus trop ce que c'était. Enfin, bon. Après, ça se passe avec un professeur de Bordeaux, donc très sympathique, voilà.
Mais c'était très compliqué parce qu'il fallait pas qu'elle bouge. Dès que ça bougeait, la machine buguait. Enfin bon, bref, c'était... Surtout pour un enfant de 2 ans. Enfin, déjà, pour Oui, nous, pour nous adultes, déjà, mission c'est ça. impossible. Mais là, alors... 2 ans, c'était horrible. Hein. J'ai lu des histoires, des machins, des trucs. Enfin bon, non, c'était horrible ce truc. Et en fait, ils m'ont dit, bah, du coup, on n'y arrive pas comme ça. Je crois que c'était sur les mains ou dans les coudes que c'était fait, les prises de sang. Et les cathéters tenaient pas parce que les veines, à force, sont abîmées. En plus, les 2 ans, les petites veines, c'était galère. Et puis abîmées par la chimio, par tous les traitements. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, ils m'ont dit, bah, du coup, on va faire une petite opération, là, on va mettre un cathéter dans la cuisse de Mia. On va prendre sur la grosse veine, là, je crois qu'il y a une grosse veine, donc on va faire ça. Et puis, comme ça, demain, on reprendra par là, du coup. Ok. Donc là, j'ai cru que j'avais pété un plomb. J'ai dit, mais c'est pas possible, Encore une opération, encore un truc. Donc, ils font l'opération, tout ça. J'étais vraiment pas bien dans les couloirs. Donc, j'ai une médecin qui est venue avec moi, qui est restée tout le long avec moi. On a beaucoup discuté. Et je lui disais que j'en avais marre de tout ça, que ça me saoulait, en fait, de s'acharner sur ma fille comme ça. Mais qu'elle m'expliquait qu'on n'avait pas le choix et tout. Ok. Donc, on fait le cathéter, tout ça, ça dure quand même assez longtemps. Donc, ils posent ça. On retourne dans la chambre. Le soir, les médecins passent comme d'habitude et me disent, en fait, on a posé le cathéter de Mia pour rien, parce qu'en fait, on a eu assez de cellules ce matin avec ce qu'on a fait, même si la machine a bugué. Oh, punaise. Je les ai regardés, j'ai rien dit. Il valait mieux que rien que je dise. Mais j'ai rien dit. J'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, on s'est encore acharné sur elle. Parce qu'en fait, le cathéter, du coup, il était là, donc il fallait pas qu'elle bouge, machin truc. Enfin bref. Voilà. Mais bon, tout ça, il avait été fait pour rien, une fois de plus. Voilà. Non, mais c'est horrible, on ne se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'on doit subir. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, si jamais ça m'arrive un jour, honnêtement, je sais même pas si j'aurais la force de... Je sais pas si j'aurais la force de vivre tout ce qu'elle a vécu. Hein. Franchement... Après, il y a le côté enfant, insouciance. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est ce côté-là aussi, heureusement, en fait, qu'ils ont ça. Parce qu'en fait, tous les gamins que j'ai pu croiser, parce que du coup, c'est vrai que tous les midis, tout ça, j'allais manger... En fait, j'avais un petit rituel à l'hôpital. Voilà, le matin, c'était on faisait les petites affaires, on voyait les médecins, tout ça. Donc la matinée, elle passe vite. J'allais prendre mon petit café avec les autres mamans parce que du coup, on se lie d'amitié et puis voilà. Et en fait, le midi, c'était notre petit rituel. On mangeait tout ensemble dans la salle des parents et puis on parlait beaucoup. Enfin voilà. Puis, et du coup, voilà, on avait tous nos petits rituels et tous les enfants que j'ai pu croiser. En fait, ils sont là, ils sont trop contents d'être là, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, au CHU de Poitiers, il y a, enfin, je sais pas si c'est partout comme ça, mais en tout cas, ils mettent tout en œuvre pour que les enfants se sentent bien. Je sais qu'il y a même une maîtresse qui vient pour ceux qui sont scolarisés, pour pas qu'ils loupent les cours. Enfin, non, franchement, c'est top, quoi. C'est top. Il y a toujours plein de cadeaux pour eux. Il y a plein d'assos voilà, qui jouent le jeu et ils ont toujours plein de cadeaux. À Pâques, ils étaient plein de chocolat, à Noël, plein de choses aussi. Enfin voilà, il y a toujours plein de choses. Donc c'est vrai que les enfants, ouais, ont cette insouciance. Et c'est vrai que ma fille, ouais, je revois des scènes où, alors ça n'a pas toujours été simple. Hein. Il y a plein de fois où, des fois, elles s'acharnent 3-4 fois parce qu'elles n'arrivent pas à piquer, tout ça. Mais elle a rarement pleuré, rarement fait la comédie pour quoi que ce soit. Non, non, franchement, ils arrivent toujours à déjouer le truc, pour que ça se passe bien. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le souligner parce que c'est vrai que j'ai jamais rien eu à redire de toute l'équipe de Poitiers, d'oncologie et tout. Elles ont été géniales. Géniales. Et puis moi, du coup, enceinte, dès que j'avais un souci, un tracas, dès que j'avais mal au ventre ou quoi, hop, on m'envoyait au service gynéco, je passais devant tout le monde et puis on me faisait un petit contrôle et puis j'étais rassurée, et puis je remontais et puis voilà. Donc en fait, non, on a toujours été... et encore aujourd'hui, hein, maintenant que j'ai eu Paolo, Maë et Paolo, Maë, bien sûr, je leur ai emmené, voilà, je leur ai présenté, Paolo également, et puis dès que je vais sur Poitiers, je m'arrête au CHU, quoi. Je remonte au 11e étage, et puis je refais le chemin, voilà, je vais voir les filles, ça fait partie de ma vie, elles font partie de ma vie, et puis
Voilà, ça, je les oublierai jamais, c'est sûr. Ça a été la deuxième famille. Ah ben c'est clair. Ah ben c'est clair. Ouais, ouais, non, non. Puis elles ont toujours été aux petits soins avec tout le monde. Voilà, même moi, tout le monde. Même quand c'était ma maman et j'ai jamais eu de soucis, c'était toujours tout le monde était très bien loti. Ouais, franchement. Et heureusement, hein, heureusement qu'il y a tout ce côté-là. Hein. Mais même sur Paris, hein, Gustave Roussy, rien à dire, rien à redire. Franchement, c'était très bien, très très bien. Et tout est mis en place vraiment pour être au mieux. Donc, non, c'est important, tout ça. Et du coup, donc, Mia est partie. Mm. Comment tu vis, toi, son absence aujourd'hui? Alors, comment je vis son absence? Eh bien, forcément, elle fait partie de ma vie. Elle fera toujours partie de ma vie, mais j'avance. J'avance parce que j'ai pas le choix. Parce que voilà, j'ai eu Maë, donc j'ai enterré ma fille le 15 septembre 2020 et mon fils Maë est né le 20 octobre 2020. Voilà, donc mon cauchemar que je parlais tout à l'heure, c'est finalement malheureusement réalisé, mais ça, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas comment, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Et, euh, et voilà, et même le jour de l'enterrement, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu, c'est vrai que j'ai pas beaucoup pleuré. Et mes proches souvent m'ont dit, mais dis donc, t'es forte, parce que même le jour de l'enterrement, t'as été forte. Mais je sais pas, est-ce que j'étais préparée à ça voilà, je sais pas. Je sais pas comment dire. Après, voilà, comment je vis son absence, ben voilà, je vis avec. Et puis j'avance avec mes enfants. Euh, Bien sûr, j'en parle, mais alors j'en parle très facilement. Si on me pose des questions, tout ça, je vais en parler très facilement. Mais c'est pas. Je sais pas comment dire. Tout ne tourne pas autour de ça, quoi. Je veux dire, voilà, j'avance, j'ai mon fils, Maë. J'ai refait ma vie parce que à la suite de ça, je me suis séparée du papa de Mia. J'ai refait ma vie voilà, avec mon nouveau conjoint. On a eu un bébé, Paolo, donc qui va avoir 1 an et qui, lui, étrangement, ressemble beaucoup à sa sœur, pour le coup. C'est pas le même papa, mais effectivement, Paolo ressemble beaucoup à sa sœur. Même quand il dort, des façons d'être qui ressemblent beaucoup à Mia, alors que Maë ressemble pas à sa sœur. Pour le coup, il lui ressemble pas. Voilà, il est différent. Euh, et en fait, quand j'ai appris donc, que j'étais enceinte, quand j'ai su que j'allais perdre Mia, je voulais absolument que ce soit une petite fille. J'espérais absolument que ce soit une petite fille. Et je me suis dit, il faut absolument que ce soit une petite fille. Et ça, j'en avais parlé à ma cousine devant le CHU de Poitiers, je me rappelle, et je lui avais dit, il faut que ce soit une petite fille. Et elle me dit, pourquoi faut que ce soit une petite fille? Non, ce sera ce que ce sera, voilà. Mais en fait, je pense que dans ma tête, à ce moment-là, je me disais, voilà, ça va être une petite fille. Si je perds Mia, j'aurai une petite fille en remplacement, quoi. C'est fou, hein, mais je pense que dans ma tête, à ce moment-là, c'est ce qui était en train de se passer. Et puis, quand j'ai appris que c'était un petit garçon, j'étais contente, très contente, mais je me disais, mince, du coup, c'est pas une petite fille. Et puis, en fait, au fil du temps, même avant qu'il naisse, hein, je me suis dit, en fait, je suis trop contente que ce soit un garçon. Heureusement que c'est pas un garçon, que c'est pas une fille, pardon. Heureusement que c'est un garçon. Comme ça, voilà, il y aura pas ce côté-là. Voilà. Ouais, de reporter en Ouais, fait voilà, c'est les ça, choses. exactement. Exactement. Et puis voilà, en fait, voilà, c'est un petit garçon complètement différent, voilà. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à une maman ou un papa qui traverse cette douleur? Voilà, je voudrais leur dire que du coup,
toujours s'écouter, toujours avoir l'instinct, voilà, on a un instinct de maman qui nous est donné et c'est pas pour rien. Et voilà, toujours s'écouter. Il y a jamais rien qui est bête en fait. Enfin voilà, toujours s'écouter. Et puis voilà, je peux dire que tout finit par passer, même si en fait on fait, comme tu dis, on fait jamais le deuil de quelqu'un, ça c'est sûr. On apprend à vivre avec et c'est exactement ça. On apprend à vivre avec et puis on n'a pas le choix quoi. Il faut avancer donc. C'est que la vie On n'a pas le continue choix. La vie et continue, voilà. Moi, il y Maë a est arrivé Maë, derrière c'est ça. Il y a Paolo qui est là aussi, voilà. Tout ça, on n'a pas le choix en fait. Il faut avancer. Mm. tout en gardant bien évidemment C'est sûr. Mia à l'esprit Ah ben c'est sûr, mais et après, j'oublierai jamais. Je l'oublierai on ne jamais, peut pas c'est sûr. oublier. Non, non, j'oublierai jamais. Possible. C'est pour moi vraiment, ouais, enfin, c'est vraiment une guerrière. C'est Elle a surmonté ça d'une force, mais que j'aurais pas, quoi. C'est clair. C'est sûr. C'est sûr, j'aurais pas la même force qu'elle face à cette épreuve. C'est. Et puis oui, le fait de la faire vivre du coup Ah à bah oui, travers, enfin toi en fait, le fait d'en parler le fait et d'en parler, oui, c'est ça. Bah oui, moi, j'en parle facilement, je j'ai pas de tabou là-dessus. Voilà, j'en parle facilement et voilà, ça continue de la faire vivre à travers tout ça. Voilà. et d'ailleurs j'ai moi-même Elliot donc qui avait vu Mia à Mm. plusieurs Et reprises oui, et qui sait toujours ben qui oui, est Mia ben oui, avec les photos. ben c'est ça. Mais Donc mon fils, voilà, Maë, il arrive à un âge où il pose un peu plus de questions. Moi, je l'emmène pas trop au cimetière, mais je sais que ma sœur l'emmène régulièrement, même ma maman, et il commence à poser des questions. Il commence à dire, la dernière fois, je crois, il a dit à ma sœur, mais Mia, c'est qu'elle dort tout le temps. Voilà. ouais. Et quand il va au cimetière, il va pas au cimetière, lui. Il va chez Mia. Voilà. C'est comme ça c'est ses mots à lui. Après, voilà, il a 4 ans et demi. C'est ses Pareil, mots il à va lui. grandir, il va C'est ça. comprendre, mais C'est enfin, je ça. trouve ça super important en fait C'est ça. ben, de lui expliquer les choses, de l'emmener Ah ben oui, parce c'est que ça sûr, fait il faut partie en de sa vie parler. Ah mais aussi. c'est clair, ça fait partie de sa vie. Il a tout suivi. Voilà, il était dans le ventre. Il a tout suivi. Donc ça fait partie de lui aussi. Donc moi, c'est vrai que j'attends qu'il soit un peu plus grand pour en discuter. Je pense que même je l'emmènerai voir quelqu'un, un psychologue ou quoi. Enfin voilà, je pense qu'il a besoin aussi d'être suivi par rapport à tout ça, parce que c'est quand même une grosse histoire de vie pour lui. Je me dis, il démarre déjà avec un beau bagage derrière lui, donc je pense que ouais, je vais le faire suivre et plus tard, on verra plus tard. Mais pour l'instant, il est petit, il n'a pas encore. Voilà, on commence à mettre des mots dessus, on explique, mais pour lui, c'est pas concret, quoi. C'est Ouais. pas. Non, 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 c'est pas concret. Est-ce que tu voudrais transmettre un message à ta fille? Ah ben, si je dois lui transmettre un message, je lui dirais que j'ai été très fière d'elle. Ça reste une de mes plus grandes fiertés de ma vie. Euh, voilà, elle restera, de toute façon, elle restera toujours parmi moi. Et il suffit de très peu de choses qui me font penser à elle, en fait, hein, des trucs bêtes, mais une plume, un truc, enfin, des fois un habit que je vois sur une petite fille, que je me dis, ah, elle avait le même. Enfin, voilà, il y a toujours une pensée pour elle, mais ouais, c'était vraiment ma guerrière, une sacrée guerrière. Ouais. Mm. Donc, je vais recevoir quelqu'un de ta famille prochainement pour Mm. qu'elle me raconte elle aussi son vécu par rapport à cette histoire, Mm. pour qu'on voit qu'en fait on vit pas tous les choses pareilles. Ah oui, c'est sûr. Mm. Heureusement d'ailleurs, Oui, oui, c'est parfois. sûr. Est-ce que tu as un message à transmettre du coup aussi à tes proches? Donc oui, c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, voilà, des amis, de ceux qui sont là pour nous. Et
Et franchement, on a été mais soutenus, mais comme jamais, quoi. Enfin, franchement, mes parents, hein, voilà. Ma sœur, forcément, voilà, ma meilleure amie, mes amis, enfin, ma cousine, hein, qui était beaucoup, j'en ai beaucoup parlé parce que, voilà, elle suivait ça, puis elle habite à côté de Poitiers, donc moi je dormais chez elle au tout début quand je dormais pas à l'hôpital. Enfin voilà, c'est vrai que ma cousine, puis même ma famille, toute ma famille, mais toute ma famille a été d'un énorme soutien. Je veux dire, je me rappelle à un pique-nique, j'ai un de mes oncles qui m'a pris à part et qui m'a dit, écoute, si vous avez besoin d'argent pour un traitement quelconque, un truc même qui coûte hyper cher, enfin, si on peut la sauver, mais il n'y a pas de souci, en fait, venez nous demander, on sera là, il n'y a pas de problème. Enfin, franchement, non, non, toute ma famille, mes amis, voilà, on a eu forcément quelques déceptions, des gens qui sont pas là comme on l'aurait voulu, mais ça, on peut pas en vouloir aux gens, c'est comme ça, et puis ça permet de voilà, faire du tri aussi dans ces moments-là, et puis c'est Oui, très bien comme ça. il y a aussi les gens qui n'assument pas, j'ai envie de dire, le côté maladie et tout, pour qui ça va être compliqué en fait pour eux à Oui, gérer. oui, c'est sûr. Et du coup, qui s'éloignent Ouais, c'est sûr. malheureusement. Mais ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas ça. Ouais, je j'ai pas vraiment cet avis-là. Ouais. Non, j'ai été déçue par un couple d'amis, pourtant que j'étais proche et voilà, mais non. Non, pour moi, ils n'ont pas été là comme il fallait et même si tout ça, ça les touche, je suis même pas sûre que ce soit le truc. Non, ils n'ont pas été là, tout simplement, pour comme ils auraient dû être. Voilà. Point. C'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. C'est dans ces moments-là aussi qu'on se rend compte des gens qui sont là. Mais non, franchement, dans l'ensemble, on a été. C'est impossible que quelqu'un dise qu'on n'a pas été soutenu. Ça serait pas vrai, ce serait mentir, parce que dès le départ, dès la première seconde où on a su, en fait, ça y est, on a eu déjà du soutien tout le temps. J'avais toujours, mais je sais pas combien de messages par jour, toujours des gens qui m'ont demandé des nouvelles. Enfin, non, non, franchement, on a été vraiment beaucoup soutenus. Et c'est le plus Et c'est le important plus important, oui, c'est clair. dans Ah bah des oui, c'est moments clair, il comme faut être ça. soutenu dans ce genre de situation parce que sinon, on peut vriller très très vite, je pense. Moi, je sais, alors moi, ce qui m'a soutenu personnellement, c'est mon fils, hein, c'est le fait que je sois enceinte. Mm. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oh là là, mais être enceinte et en même temps gérer ça et tout. Oui, mais heureusement. C'est ton moteur. Ah bah c'est clair, heureusement que j'étais enceinte parce que sinon ça n'aurait pas du tout eu la même issue pour Mm. moi, j'en suis persuadée, j'aurais pas surmonté les choses de la même manière. Il n'y avait rien derrière qui faisait sinon que fallait continuer, avancer, voilà. Donc c'est vrai que mon fils sur ça, voilà, je le remercierai tout le temps, même si lui il est pour rien, mais voilà, voilà. Il n'est pas arrivé pour rien. Il n'est pas arrivé au hasard, il n'est pas arrivé pour rien, et voilà, il a sauvé sa maman, on va dire. Mm. Bon, je te remercie pour tes mots, euh, pour ce témoignage vrai. Je vais laisser avec nos moments de larmes à l'une et à l'autre. Bon, même s'il y a des moments qui ont été coupés, pour que les gens comprennent aussi l'émotion qu'il y a derrière tout ça. Merci à toi d'être venu du coup nous partager ton histoire. Rien, merci à toi, parce que c'est vrai que j'étais très stressée quand je suis arrivée et ça fait du bien en fait. Hein. Mais ça fait très longtemps que j'avais pas. Je crois que j'ai jamais raconté dans le détail comme ça. Tout le monde sait plus ou moins, mais raconter tout dans le détail, puis moi me retracer tout ça, c'est ouais, Ça permet de libérer aussi un ouais, petit ça fait peu. du bien aussi, ouais. Ça fait du bien. Merci Donc à toi. pense à toi. Oui. Et franchement, bon alors je vais le dire parce que je te connais, tu es vraiment quelqu'un de formidable, tu es une battante. Et Merci. je suis vraiment admiratif de la force que tu as pour vivre chaque jour et pour faire tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Oui. Il n'y a pas de fin à ce genre d'histoire, juste une vague de vie qui continue, tant bien que mal, avec le manque et avec l'amour.
Je remercie donc Clémentine, une maman avec un cœur en or, pour ses mots, pour sa vérité, pour sa force, que j'espère vous entendez à travers ce micro. Ce n'était pas qu'un témoignage, c'était un cri d'amour, un hommage, comme une lumière dans la nuit. Si cet épisode vous a touché, prenez un instant pour penser à ceux qui ont perdu, pour serrer fort ceux qui sont là. Et surtout, si vous êtes en deuil ou si vous aimez quelqu'un qui l'est, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. À bientôt dans un nouvel épisode et merci d'avoir écouté avec le cœur. Je vous invite encore une fois à liker, partager ce podcast, l'envoyer à vos amis et tout, pour que le podcast soit connu, pour qu'il soit entendu de plusieurs personnes, parce que ça peut aider n'importe qui. N'oubliez pas, on ne connaît pas les gens par cœur, on ne sait pas ce qu'ils traversent. Merci à vous, merci d'être là, merci pour votre écoute et profitez des gens que vous aimez chaque jour.